Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Avant, je n'étais pas moi-même et je ne croyais pas en la vie. Mais depuis le 5 avril 2023, je suis une rescapée. Alors moi, je m'appelle Lucie, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, je vis entre Nantes et Rennes. Je suis née en Vendée, en fait, dans une famille plutôt modeste, une famille assez standard, de parents qui sont toujours ensemble, 3 enfants, 3 filles. Et puis, je suis celle du milieu. Et je pense pas me tromper en disant que assez rapidement, je suis un peu la rebelle de la famille, quoi. Je trouve pas forcément ma place. J'ai un peu de mal avec l'autorité. Je me démarque par une sorte d'une envie de différence. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivie. Ça se traduit un peu dans mes choix, dans le sens où j'ai un côté, on va pas dire baroudeuse, mais un petit peu. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'une vie. Je m'ennuie vite, quoi. Voilà. À 14 ans, je fais mon premier voyage en Angleterre seule. Mes parents m'envoient dans une famille et j'ai envie de bouger, quoi. J'ai déjà envie de bouger. Je me passionne très, très rapidement à l'école pour les langues étrangères. Donc, tout ce qui est autre culture me passionne. C'est marrant parce que je me rappelle, je me disais ça dès toute petite. On est tellement nombreux sur cette terre et je ne parle que français. Donc, ça veut dire que ça réduit énormément mon champ d'échange avec le reste de l'humanité, quoi. Donc dès que je rentre en 6e, l'anglais pour moi c'est un sésame, quoi. C'est vraiment, puis j'aime ça, quoi. Je sens que j'aime ça, ça m'amuse, quoi. C'est facile. Donc rapidement, en fait, après toutes mes études, je choisis une filière littéraire évidemment pour les langues. Là, je multiplie toutes les langues que je peux apprendre, je les apprends. Et puis je me dirige vers un cursus de commerce international, donc langues étrangères appliquées avec une spécialité en traduction instantanée. Voilà, donc anglais, allemand, espagnol. J'ai fait de l'italien aussi. Une fois que je termine ces études axées commerce international, j'enchaîne quelques petits boulots, mais très rapidement, j'arrive à obtenir un poste d'assistante commerciale commerce international, et donc je mets un pied dans ce qui, à l'époque, ma passion, c'est-à-dire le trade à l'export. Ça me permet d'être en contact avec des gens dans le monde entier. Alors à ce moment-là, je voyage pas encore, parce que je suis assistante commerciale, mais ça me permet d'être dans cet univers où il se passe toujours quelque chose, finalement, parce que même si t'as super bien bossé ton dossier, préparé ton truc, il suffit d'un événement terroriste dans le pays en question ou d'un événement géopolitique, ça peut tout foutre en l'air, faut s'adapter en permanence. Donc en fait, c'est absolument pas un boulot rébarbatif, quoi. Et là, on s'ennuie pas. Donc là, je suis heureuse. À ce moment-là, je me sens bien. Et à ce moment-là, quand j'étais encore jeune, donc assistante commerciale, j'ai un souci de santé, donc j'ai une tumeur sur le pancréas, qui était pas cancéreuse, mais qui était quand même pas très belle. J'ai une opération lourde avec une rémission lourde. Et cette épreuve-là, j'ai 26 ans. Je viens d'avoir ma première fille qui est née grande préma, donc qui a fait 1 kilo. Donc je me retrouve à devoir mener déjà 2 combats un peu de front à 26 ans, qui sont pas des combats anodins à l'époque pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, mais il faut que je vive, en fait. Il y a beaucoup de choses que je m'interdis. Oui, bon, assistante commerciale, c'est cool, mais est-ce que t'as pas envie de plus, quoi? Est-ce que t'as pas envie de plus d'adrénaline? Est-ce que t'as pas envie de plus d'aventure, en fait? Et donc, je commence à me dire, je pourrais être commerciale, finalement. Finalement, commerciale à l'export, je pourrais peut-être voyager, je pourrais peut-être bouger. Et donc, les circonstances font que je me retrouve à changer d'entreprise. Et dans cette entreprise, au bout de 3 ans, on me propose un poste de commercial à l'export. D'abord Afrique, puis Asie. Et donc, pendant 7-8 ans, je me retrouve à voyager très, très régulièrement en Afrique et en Asie. Donc, tous les mois et demi, je suis en Afrique ou en Asie, en fait. Et j'y passe 1 semaine, 10 jours à chaque fois. À ce moment-là, j'ai 36-37 ans.
je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment à ma place. En parallèle, je mène ma vie de maman, de femme. Alors, surtout ma vie de maman et ma vie de compagne. Ma vie de femme, un peu moins. Je sors pas beaucoup parce que, bon, c'est quand même une vie qui est assez prenante. Je fais 2 enfants qui sont des enfants attendus, on va dire. Et puis, il y a une 3e surprise qui se pointe. ma dernière fille, qui a aujourd'hui 6 ans, qui s'appelle April et qui est extraordinaire. Et je suis ravie qu'elle soit dans ma vie, mais c'est vrai qu'elle n'était pas attendue. Et donc ça, pour moi, c'est un choc. La businesswoman que je suis à ce moment-là prend très mal les choses parce que ça vient me mettre une potentielle limite dans cette envie d'aventure, dans cette envie d'autonomie, dans cette envie de réalisation de baroudeuse, quelque part. Ma fille arrive et là, je me dis, je vais continuer ma vie comme elle était avant que ma petite fille arrive. Et donc, je me retrouve à voyager sur un même rythme, voire plus intense encore, mais cette fois avec 3 enfants. Là, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent. Je commence à me sentir pas très bien dans mon couple. Je commence à me sentir pas très bien dans mon travail. J'adore voyager. J'adore sceller des accords commerciaux. Mais la pression de l'entreprise pour avoir des marges toujours plus grandes par rapport à dans un partenariat qui, pour moi, devrait être 50-50, puisque c'était d'abord de l'humain pour moi, ce travail. C'est devenu de plus en plus de l'humain et de moins en moins du commercial. Donc j'ai commencé à me sentir de moins en moins à l'aise avec les objectifs qu'on me fixait et de moins en moins à l'aise avec les négociations que je devais mener avec mes partenaires, quoi, parce que certains devenaient des amis, en fait. Et donc je me retrouve dans une espèce de contradiction intérieure, une sorte de hurlement que j'étouffe au départ pendant 2-3 ans. Et puis un jour, je me retrouve au volant de ma voiture, je vais au travail et je me rappelle, j'étais sur le périph', je me rappelle très bien de cet instant-là où je dis, bon, moi j'étais pas croyante en rien du tout, et je m'adresse à je ne sais quoi, je dis, bon, que tu t'appelles Dieu, que tu t'appelles l'univers, la vie, le cosmos, je m'en fous en fait, je sais pas comment t'appeler, mais si jamais tu existes, il faut que je te parle parce que je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place dans mon couple, je me sens pas à ma place dans mon travail. Il y a quelque chose qui hurle à l'intérieur, mais je sais pas quoi faire. Voilà. Donc, s'il te plaît, quoi qu'il en coûte, et c'est ça que j'ai dit à l'époque, c'est peut-être la petite portion de phrase que je regrette, donc je plaisante, mais c'est vrai que j'ai dit, écoute, quoi qu'il en coûte, s'il te plaît, remets-moi à ma place, dans tous les domaines de ma vie. Et je dis, post-scriptum, j'ai 39 ans, si jamais tu penses que je suis pas trop vieille pour intégrer, je sais pas, une troupe de danse ou une troupe de théâtre, j'aimerais bien avoir ce genre d'expérience. Et voilà, et j'arrive au boulot et j'oublie ça, j'oublie totalement ça. Trois mois après, dans l'association où je fais un peu de danse, niveau plutôt débutant, arrive un prestataire qui fait un stage dans cette association, et un stage Michael Jackson. Et moi, Michael Jackson, j'adore depuis que je suis toute petite. Donc évidemment, je fais ce stage, j'adore. Et puis à la fin du stage, cette personne dit, écoutez, je fais une audition parce que je veux créer une troupe de danseurs pour faire des hommages à Michael Jackson. Et là, je me dis, waouh, c'est fou quoi en fait. Et donc j'y vais. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais j'y vais quand même, je le fais et je suis prise. Voilà. Et le Covid arrive ensuite, donc bon, c'est un peu ralenti au niveau des répétitions, mais une fois que le couvre-feu pour le Covid se lève, j'ai une amie qui me dit, en l'occurrence, écoute, moi, mon mec m'énerve à la maison, j'en peux plus, ça te dit pas qu'on se fasse une retraite méditative, chamanique dans un endroit? Je suis, bah oui, allez, c'est parti, on y va. Donc au mois de mai-juin, je me retrouve à passer une semaine à 10 heures de chez moi en campagne pour faire beaucoup de méditation, du yoga, de la méditation. Ça m'a beaucoup percuté. Je rentre chez moi, je suis un peu perdue. La relation avec mon conjoint ne s'est pas améliorée pendant le Covid, loin de là. Et au travail, je suis un fantôme, quoi. J'arrive même plus à faire semblant, en fait, d'être investie, d'être impliquée, malgré les efforts de ma direction pour me rendre de nouveau heureuse dans ce que je fais. Je leur cache pas la vérité. Je leur dis, j'ai du mal à trouver du sens dans ce que je fais aujourd'hui. Et je me rapproche, du chorégraphe de la troupe, justement, parce que lui est un Africain, un Gabonais. Les Africains sont quand même plus ouverts sur la spiritualité que nous. Et donc, on se comprend. On va dire que j'ai autour de moi, c'est la seule personne qui me comprend un petit peu. Et puis, on finit par sortir ensemble. Et du coup, très rapidement, en une semaine, je mets fin à la relation avec le père de mes enfants. Au bout de 22 ans de relation. Ça se passe, en fait. Ça se fait tout seul, presque. C'est-à-dire que c'est comme un appel à l'intérieur qui montre un panneau de signalisation qu'on ne peut pas éviter, en fait. C'est très compliqué d'expliquer ce genre de choses. C'est un élan qu'on ne peut pas contourner.
Une invitation claire à faire quelque chose. Et une invitation claire à faire quelque chose alors que la vie ne te montre pas ce qu'il y a derrière. C'est comme quelque chose qui dit maintenant tu sautes. Ça, c'est fini. Donc c'est une injonction intérieure. Je me lance dans cette nouvelle vie. C'est une personne qui est artiste, donc qui fait de la musique africaine tradimoderne. Et donc rapidement, non seulement je suis dans la troupe, mais je me retrouve à travailler avec lui, puisque moi j'ai fait le conservatoire, donc j'ai une certaine oreille. Et donc je me retrouve à travailler un peu dans l'album avec lui pour les instruments et les claviers, parce que je fais un peu de piano et les chœurs. Je deviens choriste, voilà. Et j'adore ça. Je me rends compte que j'adore ça. Et puis, du coup, je lâche mon travail parce que alors là, c'est pire. Le travail, j'arrive plus à y aller. Je fais un burn-out. J'arrive au travail un matin et je tremble et j'arrive même pas à monter les escaliers, quoi. Ça ne va pas. Et donc, deuxième injonction intérieure. Après la séparation avec mon conjoint, 1 an après, deuxième injonction intérieure. Maintenant, tu lâches ton travail. En fait, je vis pleinement cette histoire parce que même si elle est très, très, très difficile et très souffrante, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes bases de considération du couple et de la femme dans le couple. Donc, c'était une souffrance de chaque jour, en fait. Mais je mettais un couvercle dessus, encore une fois. Mais à côté de ça, il y a une complicité incroyable entre nous, une complicité que j'ai jamais vécue avec personne d'autre jusqu'ici. Et puis, au bout de 2 ans et demi, presque 3 ans, on décide d'aller au Gabon, dans son pays, pour rencontrer sa famille, pour que je puisse découvrir ce pays-là. Et puis lui avait envie de retourner aussi dans son pays. Et donc, on planifie ça en février 2023. On passe 1 mois là-bas. Moi, à cette époque-là, j'ai décidé de pas prendre le traitement anti-palu, que je connaissais bien parce que je l'avais pris beaucoup de fois quand j'avais voyagé dans les zones où j'avais été pour le travail. Et puis, il me rendait malade. Et je me suis pas renseignée, je ne savais pas qu'il existait d'autres molécules peut-être à tester pour pas être malade et pour le supporter. Et quand j'avais voyagé avec mon travail, j'avais rencontré énormément de gens qui me disaient « Mais arrête de le prendre, en fait, on ne sait plus. Tu peux pas le prendre toute l'année, toute ta vie, être malade toute l'année, toute ta vie. Vu que tu y vas tous les mois, c'est trop compliqué. Et t'inquiète pas, de toute façon, le palu, au pire, tu restes 1 mois grippé au lit, c'est pas bien grave, quoi. » Et donc, pour ce voyage en février 2023 au Gabon, je n'ai pas pris le traitement. Il n'existe pas de vaccin disponible pour les adultes voyageurs aujourd'hui. Voilà. Il existe un vaccin qui est en cours d'expérimentation, en cours de lancement, on va dire. Les tests ont été faits, mais il est réservé aujourd'hui aux enfants et aux femmes enceintes, en tout cas aux populations fragiles dans les zones endémiques, voilà, en Afrique. Et heureusement que c'est réservé en priorité à ces gens-là, on est bien d'accord. Là, je pars, donc on passe 1 mois là-bas, et à la différence des voyages que j'ai pu effectuer avant, là, on part dans des zones plus reculées. Donc, on va parfois dans des villages, forcément, où il y a plus de moustiques. Donc, je présume que la différence vient aussi de là. Donc, on passe 1 mois sur place. Je passe le voyage que je dois passer, c'est-à-dire avec ces découvertes sur le pays qui sont merveilleuses. Moi, de toute façon, partout dans le monde où je vais, je suis émerveillée parce que les voyages, j'ai ça dans la peau, quoi. Donc, on rentre tout début mars, donc le 10 mars 2023, on rentre. Et puis, à peine 1 semaine après, un jour, là, je suis pas bien, je me sens un état grippal, quoi. J'ai mal à la tête, j'ai des frissons, je me dis, bon, je pense pas du tout au palu. Je me couche avec un Doliprane, et puis j'attends. Quelques heures après, j'ai l'impression que ça va, je me lève de mon lit pour aller boire de l'eau, je crois, et puis je sens une envie de vomir, en fait, en me levant. Et donc là, j'essaie de courir jusque dans la salle de bain, mais là, c'est le blackout total, en fait. Je perds connaissance. Ma fille est là, mon conjoint est là, ils me relèvent, ils comprennent pas, moi non plus. Ça ressemble à un malaise vagal, à ce moment-là. Ils me remettent au lit. Et puis, je me dis, bon, c'est pas grave, un malaise vagal, ça arrive, tu vois, j'en ai déjà fait, je dois être fatiguée, une petite baisse de tension, c'est rien du tout. Et en fait, c'était une grosse baisse de tension parce que quelques heures après, j'ai refait un malaise et là, je me suis dit, quand même, c'est un peu bizarre. Je ne pense toujours pas au palu. Je me crois, je sais pas, immunisée, j'en sais rien, mais j'y pense pas. J'appelle le 15. Je leur décris mes symptômes. Je ne leur dis pas que je reviens d'Afrique. J'oublie ça. Donc le 15, c'est normal. Le 15 me dit, écoutez, allez voir un médecin demain, mais recouchez-vous, c'est peut-être une grippe, quelque chose comme ça.
Et donc, le lendemain matin, je vais chez mon médecin. C'est un samedi. À 10h, je suis chez le médecin. Mais là, j'arrive même pas à tenir assise. J'arrive même pas à tenir ma tête. C'est mon conjoint qui me porte dans la voiture. Et jusque chez le médecin. Parce que j'ai 6 de tension. J'ai 42 de fièvre. Et je ne peux pas tenir ma tête. Et donc là, elle sait, on lui dit qu'on revient d'Afrique. Donc bon, bah voilà, là, ça s'enchaîne en fait très rapidement. Urgence à Saint-Nazaire. Et puis, on met beaucoup de temps à poser le diagnostic parce qu'on a du mal à me prélever du sang. J'ai 6 de tension, donc en fait, il y a pas de, le flux est mauvais, le flux est faible. Et puis, 4 heures après, voilà, le verdict tombe. On me dit rien sur le moment. On me dit juste, madame, j'avais très froid aux pieds déjà. J'avais froid aux pieds, je comprenais pas, je souffrais vraiment, j'avais très très froid aux pieds. Tu sais, comme quand tu mets tes pieds dans la glace ou dans une eau très 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 froide, bah ça fait mal en fait. On ressent la douleur. Et puis, il y a un monsieur qui se penche au-dessus de moi qui me dit « On va vous monter en réanimation. Vous allez être plus tranquille. » Je me dis « Tiens, bon. » Ils me mettent en réa pour me surveiller, mais voilà, je sais que demain, je vais rentrer chez moi. C'est rien, en fait. J'ai peut-être un Covid au pire, mais c'est pas grand-chose. Donc, je me sens très mal, mais je suis pas inquiète. Et puis, on me monte en réanimation sans rien me dire. Et là, j'entends un interne donner le dossier au médecin et il lui dit « C'est un palud sévère. » Je me dis « Bon, ok. C'est un palud sévère. Bon, je vais pas rentrer ce soir ni demain. À mon avis, j'en ai pour peut-être 2-3 semaines, quoi, de surveillance. Mais c'est tout. Je me dis pas plus que ça. On me met dans une chambre et là, on me branche. On me met une sonde urinaire. On me branche pour surveiller mon cœur, pour surveiller mon taux d'oxygène. Et là, je me dis quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je demande à parler à un interne. Je dis, excusez-moi, c'est grave. J'ai entendu que j'avais un palud, mais c'est grave? Elle me dit, oui, c'est grave. Je dis, oui, mais d'accord, c'est grave. Mais je veux dire, c'est grave comment? Genre, je vais pas mourir quand même. Elle me dit, écoutez, le foie est touché, les reins sont touchés, les poumons vont être touchés bientôt, on ne pourra pas arrêter le parasite avant qu'il atteigne les poumons. Et si ça monte jusqu'au cerveau, c'est la mort. C'est en ces termes qu'on m'a annoncé les choses. C'est la mort. C'est exactement les mots qu'on m'a dit, ni plus ni moins. Avec mon cerveau, je comprends, mais il n'y a aucune émotion. Il y a une sidération, je pense, avec le recul, je pense que c'est un état de sidération, hein, c'est certainement le cerveau qui se protège. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je me dis ça, c'est pour les autres en fait, les catastrophes. C'est pas pour moi. Je crois que je laisse quand même un message à mon conjoint pour lui dire écoute, on vient de me dire que c'est grave. Je pleure, mais parce qu'il y a une partie de moi qui comprend mentalement, intellectuellement, je comprends, mais au niveau sentiment, je me dis non, c'est un cauchemar. Il est pas en train de se passer ça en fait. Voilà, gros déni. Tout ça, c'est le samedi, mon entrée aux urgences, ensuite le dimanche où je passe une très mauvaise nuit et puis je souffre toute la journée. Et le lundi soir, j'ai juste le souvenir ce jour-là de un homme avec un masque bleu, une blouse bleue et une charlotte bleue qui se penche au-dessus de moi. Et moi, à ce moment-là, je le vois, j'ai la vue brouillée. Parce que j'en déduis que j'avais les yeux pleins de larmes, en fait, de douleur. Il se penche au-dessus de moi et il me dit « On va vous endormir, madame ». Et je sais qu'à ce moment-là, je suis soulagée quand il dit ça. Mais je suis soulagée quand il dit ça. Je ne pense même pas, alors ça paraît incroyable ce que je vais dire, mais quand il a dit « je vais vous endormir », je savais très bien qu'on parlait du coma. Pas une seule seconde, je n'ai pensé à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents, à mes sœurs, à mes amis. Pas une seule seconde, je m'ai dit « attendez, laissez-moi les appeler pour que je leur parle ». Parce que le coma, même artificiel, on n'est pas sûr de revenir, quoi, en fait. Mais je n'ai pas du tout pensé à ça. Je voulais que ça se termine. On m'aurait dit « on va vous euthanasier », je pense que j'aurais dit oui. Alors c'est incroyable de m'entendre dire ça aujourd'hui, mais la souffrance était... Rien que là, en parlant, l'émotion est là quand même. La souffrance était intenable. Et puis, on a fini par me réveiller. Alors, le coma pour moi, c'était pas un sommeil. J'ai eu une expérience dans le coma, alors que je raconte pas en détail parce que je pense que c'est très personnel. Chacun voit ce qu'il doit voir dans ces moments-là. Il y a 2 choses que je peux dire quand même. La première, c'est que j'ai entendu mon conjoint de l'époque me parler dans le coma de manière très claire. Ça faisait pas partie de l'expérience, ça venait d'ailleurs. J'ai vraiment pu identifier que la source de cette voix que j'entendais venait d'ici. Voilà, ça c'est la première chose. Aujourd'hui, j'ai plus ce doute. Il faut vivre autour de quelqu'un qui est dans le coma. C'est important parce que je sais pas quel rôle ça a eu, mais je l'ai entendu 3 fois. Je sais que la première fois, ça m'a raccroché à la vie d'ici, un petit peu. La deuxième chose que je peux dire, c'est que j'ai compris à un moment, j'ai eu l'information selon laquelle je pouvais choisir de revenir ou de ne pas revenir. Au moment où j'ai compris ça,
il y a eu le souvenir de mes enfants qui est arrivé devant mes yeux, comme une photo qui arrive vers la gauche là et qui fait une sorte de cercle et boum, qui se positionne juste devant mes yeux, avec mes 3 enfants sur la photo. Et là, donc à ce moment-là, j'ai un sursaut humain, quoi, d'une demi-seconde, qui est de me dire, mais mon Dieu, je peux pas ne pas revenir. J'ai 3 enfants là-bas. Et je reçois cette certitude extrêmement apaisante, comme quelque chose de chaud, de sécurisant, de bienveillant, de joyeux, qui disait, mais quoi que tu choisisses, il n'y a pas de drame. La vie sur Terre, c'est une expérience. Au bout de 10 jours, je commence à retrouver mes esprits et je demande au médecin de réanimation, mes mains et mes pieds deviennent marrons. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle pas ce qu'elle m'explique, mais je me rappelle l'idée quand j'ai compris qu'on venait de me dire qu'il n'y avait pas de solution pour sauver mes pieds, pas de solution pour sauver mes mains, que le sang était en train de se retirer et que parfois ça peut revenir, mais là, il y a tous les signes qui disaient que ça n'allait pas revenir. Je comprends que la seule solution pour la suite, en fait, c'est de m'amputer des 2 pieds et des 2 mains assez rapidement. Et donc, je rencontre un spécialiste pour les pieds d'abord, parce que les pieds sont plus à risque que les mains au niveau de certaines plaies que je commence à avoir sur le haut des pieds. Et donc là, voilà, on fait venir le chirurgien, on fait venir même un médecin du centre de rééducation qui me parle de prothèses. Mais là, je me dis, mais c'est une blague, là. Je suis pas prête, quoi. Ils sont fous, ces gens. Et là, on est mercredi. Et le chirurgien me dit, il va falloir se dépêcher parce que la plaie que je vois sur votre pied gauche, elle est pas belle. Et donc, il faudrait pas risquer la septicémie. Et là, je lui dis, mais est-ce que j'ai le choix? Il me dit, bien sûr, vous avez le choix. C'est votre décision. Mais moi, je vous dis ce que j'en pense. Et si j'étais vous, là, je prendrais pas de risque parce que ça reviendra pas, madame. Là, c'est des heures de vie extrêmement difficiles à décrire parce que on n'est jamais prêt à ça, on peut pas être prêt. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à la décision, c'est que je me suis dit, mais dans 3 semaines, est-ce que je serai prête? Dans 6 mois, est-ce que je serai prête? Mais on peut jamais être prêt à ça, en fait. Et il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que tu as ressenti? Mais ce que j'ai ressenti, c'est très facile. C'est imaginez ce que vous ressentez si dans 2 jours, on doit vous couper les pieds. C'est ça qu'on ressent. C'est une sorte d'horreur, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Ma passion, c'était la danse. Et une des passions avec laquelle j'avais renoué, c'était le piano. Et je me disais, bah voilà, en fait, je vais me faire couper les 2 pieds, les 2 mains. Donc, pour les pieds, je me dis, bon, je viens de passer à côté de la mort, clairement. J'ai 3 enfants, est-ce que je peux encore prendre un risque aujourd'hui? La réponse était non. C'est comme si cette photo que j'avais vue dans le coma, cette photo de mes 3 enfants, elle venait se repositionner aujourd'hui dans mon esprit alors que j'étais pleinement consciente. Et là, je me suis dit, ben, ok, on y va. Donc, je me fais couper les pieds le 21 avril. Ça a fait 1 an, là, hier. Voilà. Je me fais amputer des pieds. À ce moment-là, je me sens extrêmement calme. J'ai même dormi la nuit qui a précédé l'amputation. C'est fou. J'ai réussi à dormir. Et donc, j'arrive au bloc. Bon, je me réveille en salle de réveil. J'ai pas trop de souvenirs de ça. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand on me ramène dans ma chambre, donc après l'opération. On me dit que ça s'est bien passé. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis le drap de lit au-dessus du pied de lit. Et donc, je ne voyais pas la longueur de mes jambes quand je me suis réveillée. Mais évidemment, il y avait beaucoup de peur. Je savais à peu près où on allait m'amputer, mais c'est pas pareil de savoir et de voir. Et donc, j'avais dit à mon conjoint, écoute, j'ai besoin que tu sois là ce jour-là. Et mon conjoint de l'époque m'avait dit, oui, attends-moi à minuit, j'arriverai à minuit, dès que tu sors du bloc, je serai là. Et le problème, c'est qu'à minuit, ils l'ont pas laissé rentrer dans l'hôpital. Donc il m'appelle, il me dit, je suis désolée, je pourrais pas venir. J'ai dit, c'est pas grave, on attend demain matin, je vais pas regarder. De toute façon, je le sens pas, j'ai pas le courage de regarder ça. Et là, il y a les infirmières qui arrivent dans la chambre pour me donner à boire, et puis un yaourt ou un truc comme ça. Je suis complètement allongée. Et donc elles me disent, si vous voulez, on peut vous relever pour que vous puissiez boire et manger un peu plus assise. Moi, je dis, bah oui, bien sûr, s'il vous plaît, très bien. Et là, en fait, elles me prennent chacune par-dessous par l'aisselle et elles me soulèvent. Et donc là, je sens. C'est-à-dire que je n'ai pas vu, mais j'ai d'abord senti la nouvelle longueur de mes jambes. Et ça c'est, émotionnellement, c'est bizarre parce que c'est le truc de tout ce que j'ai raconté de cette histoire. C'est vraiment le moment où j'ai pris contact avec cette nouvelle réalité. Avec cette nouvelle vie qui se profilait, en fait. Et c'est pas descriptible, cette sensation. Cette claque, en fait.
Et là, elle sort de la chambre, donc là, je m'effondre, parce que c'est un choc sensoriel terrible pour moi. Et puis rapidement après, et c'est là où mon côté baroudeuse, tu vois, mon côté aventurière, ça me donne quand même une force, quoi, que j'ai depuis toute petite, et je remercie vraiment que la vie m'ait donné ça. Au bout de 5 minutes, je me dis, bon, t'as senti là, t'as pris contact avec ton corps, t'as pris contact avec la réalité, la vérité maintenant, ta vérité d'aujourd'hui. Tu peux attendre demain matin que ton conjoint arrive, mais c'est toi avec toi-même cette histoire maintenant. C'est ton corps. Donc je me suis dit, bon, ok, je vais regarder. Donc j'ai soulevé le drap avec mes coudes, parce que mes mains ne fonctionnaient plus. J'ai soulevé, j'ai vu, j'ai reposé, j'ai dit ok. Et à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Ça y est, le point de contact était pris, et il était pris de manière volontaire. Donc ça m'a calmée. Et derrière, en fait, c'était le 21 avril, donc 12 jours après, on me fait rencontrer un spécialiste pour les mains. Et là, voilà, je me dis, bon, bah, je vais rencontrer le spécialiste, il va certainement me donner une date aussi, dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, bon, bah, voilà. Et donc, je vais là-bas, et il me dit, écoutez, le labo est dispo demain, et j'ai un créneau. On fait ça demain? Je dis, bah, ok. Et là, je sais que demain, c'est la veille de mon anniversaire. Et vu l'heure à laquelle il me propose de m'opérer, je sais que je vais me réveiller au bloc opératoire, le jour de mon anniversaire, le 4 mai, sans mes mains. J'hésite même pas. Je dis, j'y vais. En fait, c'est comme j'appelle ça le mode guerrier, quoi. Cette espèce de pilote automatique, je dis, c'est bon. Enfin, voilà, maintenant, de toute façon, je sais que j'ai pas le choix, quoi. Donc, c'est parti. On y va. Et donc, le 3 mai au soir, tard le soir, je me fais amputer des mains, je me réveille au bloc, le 4 mai, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 42 ans. Et je me dis, c'est bien foutu, quelque part. J'y vois un signe de renaissance, de renouveau. Je me dis, ma 43e année qui commence, amputation des pieds, 12 jours après, amputation des mains, et 1 semaine après, j'arrive au centre de rééducation. Donc, je comprends rien, quoi. Je suis le flot, quoi, mais je pige pas trop. Après, le centre de rééducation, je m'étais un peu idéalisé ça. Je m'étais dit, c'est la reconstruction. Je vais enfin remonter la pente, parce que jusqu'ici, c'était une sacrée descente, quand même, dans une espèce d'enfer, quoi. Et je me suis dit, le centre de rééducation, je vais remonter la pente, j'avais hâte d'y être. Et puis, quand j'arrive au centre de rééducation, j'ai 1 semaine de déprime totale. Totale. Je veux parler à personne, je fais que pleurer. Mais je pense qu'en fait, j'avais besoin de lâcher beaucoup de choses que j'avais pas eu le temps de lâcher. Tout est allé tellement vite, quoi. C'était incroyable. J'ai quand même de la colère parce que ça fait 1 mois qu'on me dit, tu verras, tu vas être amputé, mais au centre de rééducation, tu vas croiser plein de gens comme toi. Tu vas pouvoir échanger avec les gens, tu vas pouvoir parler avec des gens qui te comprennent, quoi. C'est pour ça que j'avais hâte aussi. Et puis, j'arrive au centre et je me dis, mais non, en fait, je suis le cassos du centre, quoi. Je veux dire, ils sont tous amputés, allez, max des 2 jambes et de quelques doigts, quoi. Mais il leur reste leurs mains, sinon la plupart, ils sont amputés que d'une jambe. Enfin, voilà, moi, je me dis, mais ouais, il y a personne d'amputé comme moi, en fait. Moi, je suis amputée comme Théo Curin, en fait. Donc, il y a personne qui est comme ça dans ce centre. Et donc, je me sens seule. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler à personne, que je déprime. Et que oui, il y a une petite colère quand même par rapport à ça. Et puis, je crois cette jeune femme qui est amputée d'une jambe, qui est amputée des orteils de l'autre jambe et qui est amputée de 2 phalanges sur chaque doigt des 2 mains. Mais elle arrive quand même à faire beaucoup de choses, du coup. Avec juste une phalange qui reste, on peut faire énormément de choses. Mais cette jeune femme me dit, moi, j'ai été amputée, en fait, à cause d'une angine qui a mal tourné. Du coup, j'ai eu une période de coma et pareil, nécrose, etc. Organes vitaux attaqués. Et donc, voilà. Mais elle s'arrête pas là. Elle me dit, pendant qu'on m'a fait les tests pour diagnostiquer l'angine sévère, on m'a découvert par hasard une leucémie. Et donc, un coup, je suis au centre, un coup, je suis au CHU pour ma chimio. Et là, je prends la première des nombreuses leçons de sagesse que j'ai la chance de recevoir depuis cette expérience. C'est-à-dire que je me dis, mais Lucie, tu as jugé avec l'extérieur. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sait de ce que les gens vivent vraiment? Et ça, c'est valable pour le centre de rééducation, mais c'est valable pour tout dans la vie. C'est valable pour votre voisin à côté qui lui casse les bonbons là avec sa voiture ou son chien. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il vit lui aussi? En fait, j'ai l'impression d'avoir pris des leçons successives et après, je me suis dit, c'est pareil, les gens qui sont amputés d'une jambe, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient plus mal que moi le fait d'avoir été amputé d'une jambe que moi d'avoir été amputé des 4 mains. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une force psychique que je soupçonnais pas. Alors, j'avais déjà pu la voir dans les expériences que j'avais eues dans le passé quand j'avais 26 ans avec l'arrivée de ma fille, grande préma et la tumeur qui avait suivi. Mais
je me suis réveillée du coma et de toutes ces opérations, même des opérations où je me réveillais des opérations, en me disant, ça arrive pour quelque chose. Bizarrement, dans ce combat, et encore aujourd'hui, je peux dire que je me sens à ma place. Bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'il y a des moments, je dis ça souvent, je suis en PLS sous ma couette, quoi. Parce qu'il y a des fois, c'est vraiment compliqué, en fait. Et puis, c'est pas parce qu'il t'arrive ça qu'il t'arrive pas les autres problèmes qu'il arrive aux autres. Mon couple n'a pas survécu à cette épreuve, sans trop de surprise, bien sûr. Mais j'ai cette force, cette conviction que la vie m'envoyait ça pour une raison que je n'ai pas encore comprise, ne m'a jamais quittée. Et donc, je me suis lancée dans la rééducation avec un enthousiasme débordant suite à ça. J'étais une guerrière et du coup, je me rappelle la première séance de rééducation que j'ai eue, mais c'était le bonheur parce que moi, j'étais très sportive avant, en fait. Je faisais 5-6 heures de sport par semaine. Là, mais de nouveau sentir mon corps, alors juste au bout de 5 minutes, être complètement essoufflé, la fatigue des muscles et tout, juste à marcher sur les fesses pendant 5 minutes. Mais quel bonheur! Et puis, j'ai ce mental, j'ai toujours ce mental, même en sport, de me donner à fond, de me dépasser, parfois de manière excessive aussi. Donc, 1 mois et demi après mon arrivée au centre, on m'a dit, voilà, t'es prête pour chausser les prothèses pour la première fois. Et là, j'attendais ça. Pour moi, c'était la résurrection, quoi. Dès que j'y pensais, je me disais, mais je vais m'effondrer de pleurs, quoi, quand je vais me remettre debout, parce que ça faisait mars, avril, mai, juin, ça faisait 4 mois que j'étais soit allongée à regarder le plafond sans pouvoir bouger. Ça fait beaucoup réfléchir, ça. Pour ça, il faut regarder le film qui a fait Grand Corps Malade, qui fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. On connaît le plafond par cœur, et puis là, on est vraiment en contact avec soi. On n'est pas du tout dispersé par l'extérieur. Et puis après la période d'alité, j'étais en fauteuil électrique, donc on n'est pas au même niveau que les gens pour parler. Je m'idéalise ce moment où je vais remonter sur les prothèses. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, parce qu'en fait, voilà, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, waouh. Mais c'est des échasses, en fait. Quand on est amputé un peu en dessous du genou comme moi, c'est comme si on marchait à genoux sur des échasses. Donc c'est pour ça qu'il faut des semaines de rééducation. Être amputé et marcher avec des prothèses, c'est l'école du cirque. C'est un peu ça. Donc voilà, pendant des mois, il se passe ça. Et puis après, donc je me remuscle aussi. Et donc au bout de 4 mois seulement de rééducation, j'apprends que le père des enfants dont je suis séparée, qui en avait la garde jusqu'ici pendant ma convalescence, ne peut plus assurer, pour des raisons personnelles de santé, la garde des enfants. Et donc là, c'est impératif, il faut que je sorte du centre. Donc les médecins me disent, mais ça va pas, une quadrille amputée, ça reste entre 6 mois minimum et 1 an au centre. C'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. Là, je dis, mais j'ai pas le choix, en fait. Mes enfants sont pas en sécurité. Je dois revenir, je dois assurer la rentrée. Septembre arrive et j'ai pas le choix, je dois rentrer. Et donc là, arrive cette accélération de l'autonomie, où je rentre chez moi, où je suis contente de rentrer chez moi. J'avais déjà eu des petits week-ends où j'étais rentrée chez moi, mais je sais ce qui m'attend. C'est-à-dire que, au départ, on a hâte de rentrer chez soi parce qu'on a hâte de retrouver le cocon. Cette espèce de cellule familière. Sauf que ce cocon n'est plus familier du tout. Ce cocon n'est plus du tout adapté à toi. Les choses sont pas à la bonne hauteur. Tu peux te brûler avec ta bouilloire si t'as pas les gants nécessaires. Les toilettes sont pas adaptées pour toi. La douche n'est pas adaptée pour toi. Mon Dieu, c'est Indiana Jones, quoi, le retour à la maison. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, je suis autonome, on peut dire à 95%, vraiment. Donc, je peux rester 1 semaine chez moi, 1 mois chez moi et me débrouiller. Donc ça, je suis très, très contente de ça parce que moi, qui étais très baroudeuse, très autonome, très active, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pas envie d'avoir une assistante de vie qui soit là avec moi tout le temps, quoi. Pour moi, c'était, j'avais besoin d'être libre, quoi, de savoir que je pouvais voyager encore. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis arrivée à ça, donc je suis très contente, mais voilà, je me retrouve en septembre, après 4 mois de rééducation, 4 mois après l'amputation des pieds et des mains, à garder mes 3 enfants à 100%. Cette expérience c'est difficile pour moi de dire ça, parce qu'il y a toujours l'émotion, mais cette expérience m'a terrassée, quoi. Je suis un peu morte, en fait. La personne que j'étais avant est un peu morte avec ça. Il n'y a pas que les pieds et les mains qui sont partis. Mais après une mort, il y a toujours une renaissance. Et donc, la renaissance, ce que ça m'a apporté, et c'est pas fini, Là, moi, je suis un bébé dans cette expérience. Ça fait qu'1 an que je suis handicapée.
Je dirais certainement pas la même chose dans 5 ans, dans 10 ans. Et heureusement, et c'est super. Mais la petite voix qui disait « t'es nul, tu vas pas y arriver », celle-là, rapidement, je me suis dit « non, là maintenant, ça suffit. Ça suffit, ça. Je vis ce que je vis. Je vais pas en plus maintenant continuer à écouter cette partie de moi-même. » Donc ça a resserré un peu les polarités. Il y avait plus cet orgueil guerrier. Il y avait juste le guerrier. Et puis, il y a toujours cette voix. Elle est toujours là, elle parle toujours « t'es nul, tu vas pas y arriver », mais elle se fait beaucoup plus rare. Et surtout, quand je l'entends, rapidement, je me dis « hop, 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 non. Non, oui, je t'entends, mais non, toi, c'est pas toi qui va diriger ma journée. Je mérite pas ça. » J'ai eu pour la première fois de ma vie de la compassion pour moi-même. Donc, quand on a de la compassion pour soi-même, forcément, il y a l'indulgence pour soi-même qui arrive. Et donc, pour répondre au point de où est-ce qu'on trouve cette force, quand on est plus indulgent avec soi-même, on s'autorise les moments de vulnérabilité. On s'autorise à pleurer sans se dire « oh là là, je suis en train de pleurer, il faut quand même que je me relève ». Non. Parfois, j'ai hurlé, j'ai dit « mais pourquoi moi ?» J'ai dit « mais pourquoi pas les autres ?» Mais quand même, je suis pas la pire personne de cette planète. Comment ça se fait que c'est moi qui vis ça? Alors, je suis pas la meilleure de loin. Mais je suis pas la pire des psychopathes, des terroristes de ce monde. Donc, 1, c'est pas une punition. Première conclusion que j'ai tirée. 2, je ressens au fond de moi que je suis accompagnée, quoi. Je ressens qu'il y a une raison d'être à ça. Je ressens que je me sens à ma place dans cette merde apparente. Je sais pas si j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie en passant par cette épreuve. Je pense qu'il y en a un que je ne vois pas encore. Maintenant, je constate pour le moment, et c'est encore très très récent, donc je lance ça comme ça, mais vraiment sans aucune certitude. Je me retrouve à parler comme là aujourd'hui, par exemple. Je me retrouve à faire des podcasts, je me retrouve à faire des vidéos, parce que les gens ont envie d'entendre la résilience aujourd'hui. Et je suis pas la seule, il y a plein de gens qui ont vécu des choses terribles, qui se relèvent et qui en parlent. Bon, est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça va me mener vers ça, ou vers autre chose derrière? En fait, je me pose plus de questions, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai pris une telle claque dont je suis pas encore remise. Petit à petit, je m'en remets, et même petit à petit, je commence à ressentir que j'ai tellement confiance en la vie aujourd'hui que je ne pourrais pas appuyer sur un bouton pour effacer cette expérience. Je me sens plus à ma place qu'avant. Est-ce que je veux dire que je me sens mieux qu'avant? En ce moment, non, parce qu'évidemment, la rupture récente avec mon conjoint fait que c'est difficile, voilà, aujourd'hui. Mais c'est lié à la rupture, c'est pas lié au handicap. Aujourd'hui, je suis autonome, j'ai ma voiture depuis peu. J'ai pris conscience récemment de ça. Alors c'est vrai que sur les 4 dernières années, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté mon conjoint, le père de mes enfants, j'ai quitté mon travail. Je me suis lancée dans la musique, dans la danse. J'ai vécu une relation qu'on peut clairement qualifier de toxique qui m'a fait beaucoup apprendre sur moi-même, que pour reprendre les termes de Grégory Moutombo que j'aime beaucoup, pour rien au monde je voudrais revivre cette expérience, mais pour rien au monde je voudrais qu'on me l'enlève parce que ça m'a trop appris. C'est difficile de dire demain et aujourd'hui, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je me raccroche encore à cet élan intérieur que je ressens et cette certitude intérieure que je ressens depuis le début, c'est que 1, je suis à ma place, et 2, il va se passer, je pense, dans ma vie des choses auxquelles je ne m'attends absolument pas, parce que je suis ouverte à tout, en fait. Alors je dis souvent en blaguant, demain, je peux être la première dame d'Argentine, en fait, parce que ce qui m'est arrivé là, mais jamais une seconde j'ai pensé que c'était possible. En fait, cette expérience, elle m'a encore plus donné la foi, quoi. Ma foi était un peu fragile, on va dire. Mais depuis cette expérience, mais je sais que la vie a un tel pouvoir de te retourner. Alors moi, ça m'a retourné d'une manière dramatique en apparence pour le moment. Mais je parlais de leçons de sagesse tout à l'heure. Je vois toutes les leçons de sagesse que j'ai prises. Je vais en citer une autre rapidement, mais qui est une des plus importantes, c'est que mes prothèses, comme j'ai pas de main, j'arrivais pas à les mettre toute seule à l'époque. Avec le système qu'on m'avait donné, il me fallait l'aide de quelqu'un. Ça faisait pas longtemps que j'étais rentrée à la maison. Et mon conjoint, j'avais mes 2 prothèses aux pieds et mon conjoint part travailler. Bon, donc je me retrouve seule pour quelques heures. Et puis, je suis au téléphone avec une amie, puis je bouge mon pied, je bouge en parlant. Je sais pas ce que je fais. Et ma prothèse se détache. Oh! Et là, je me dis, c'est pas vrai. Il est parti il y a 5 minutes pour aller travailler. Il est plus là et il y a ma prothèse qui est partie et je suis pas capable de la remettre toute seule. Mon Dieu, je suis coincée à passer les heures qui vont venir assise ou allongée. Et après l'expérience que j'ai vécue, à ce moment-là, je supporte pas d'être bloquée assise ou allongée. Donc je râle. Et une petite voix après qui dit, bon, t'as vraiment jamais essayé, quoi, en fait. Peut-être qu'il y a ta manière de faire, en fait. Et donc j'ai commencé à essayer, un petit peu. Mais au bout de 20 minutes,
bah c'était mis, quoi. C'était pas parfait, mais ça me permettait, c'était suffisamment bien mis pour que je puisse me déplacer dans la maison. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je viens encore de prendre une leçon dans la figure. Je m'amuse un peu, je me dis, ok, je vois le message de la vie. En fait, toutes les expériences, toutes les choses un peu difficiles qu'elle m'envoie, il y a pas que ça, hein, il y a à manger, il y a plein de choses parfois qui sont difficiles, mais toutes les petites expériences difficiles, là où je vois des limites que la vie m'envoie, en fait, c'est pour m'obliger à dépasser ça et à aller au-delà des propres limites que je me suis fixées, à faire des choses que je n'aurais pas pensé possibles. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de avoir une évidence, en fait. Je me dis, mais ce message-là de la vie aujourd'hui, ça concerne pas que ta prothèse. Ça concerne toute cette expérience qui t'est envoyée là depuis quelques mois. Cette expérience va te mener à être une personne que tu n'aurais jamais été sinon. Cette expérience va te mener à faire des choses que tu n'aurais jamais faites avant. Preuve en est encore aujourd'hui là à parler, aujourd'hui ici. Je ne fais que des choses que je n'ai jamais faites avant. Je ne fais que des rencontres que je n'aurais jamais faites si j'étais restée dans cette vie qui aujourd'hui me paraît sans issue, sans espoir. Aujourd'hui, il y a cette terreur de la page blanche. Mais la page blanche, elle est aussi pleine d'espoir. Donc en fait, c'est une mixité avec laquelle je jongle tous les jours. Voilà. La peur de l'inconnu, la peur de la page blanche, mais aussi tout l'espoir, tout le potentiel infini qu'une page blanche peut représenter. Voilà. Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.